Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais faire, ou bien ce soir, je voulais faire une vidéo sur la source de mon intérêt pour les différences de morphologie dans le sport. Alors c'est une des bases de mon livre, hein, c'est ce que mon livre qui m'a fait connaître dans le monde et qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Alors je sais pas, on n'est pas loin de 2 millions aux États-Unis, je compte plus, donc ça a été un best-seller mondial, hein. C'était le guide des mouvements de musculation, Strength Training Anatomy aux États-Unis. Et puis après, j'en ai enchaîné pas mal d'autres avec Michael Day Gundil, hein, mon collègue, hein, mon ami de 20 ans, hein, et plus. Mais ce qui a fait la différence majeure de mon bouquin, hein, principalement par rapport aux autres bouquins qu'il y avait, comme l'Encyclopédie d'Arnold ou la méthode Vedder, qui sont de très très bons livres, il y en a eu pas mal d'autres, hein. Et ce qui a fait vraiment la différence de mon bouquin, c'est en dehors de mes dessins d'anatomie qui ont permis à des générations, on va dire, ça va être des générations, ça veut dire de nombreux, tous les profs qui passaient leur diplôme, tous les gens qui voulaient apprendre l'anatomie apprenaient grâce à mes bouquins, mais grâce à la qualité de mes dessins, hein, essentiellement des dessins d'anatomie, alors ça les gens le savent, mais ce qui a fait la grande différence avec les autres bouquins, c'est surtout, en dehors des traitements des pathologies, je vais aussi apporter une petite innovation là-dessus, hein, j'expliquais les pathologies qu'on pouvait avoir en musculation, bah, ça c'était surtout d'apporter une vision sur les différences individuelles de morphologie, hein, selon les gens, selon les personnes, hein, et la façon de s'entraîner justement en fonction de sa propre morphologie. Alors, c'était un regard complètement neuf, hein, dans la musculation. Alors, ça peut paraître pas grand-chose actuellement. On dit oui, bah, tout le monde le sait maintenant. Quand on a des grandes jambes, on ne fait pas un squat, comment dire, complet, ou bien dans ce cas-là, on va arrondir le dos, hein, qu'on est très longiligne, hein, ou bien on met des talonnettes. On sait très bien qu'un mec court sur pattes sera meilleur au squat qu'un mec avec de longues jambes. Maintenant, les gens commencent à s'habituer à cette nouvelle vision du sport, mais il faut dire qu'à la base, c'était moi qui l'avais, on va dire, qui l'avait démocratisé, qui l'avait vulgarisé, qui avait permis justement d'avoir cette perception des différences morphologiques et de la façon justement de ne pas s'entraîner de la même façon que son voisin, et ce qui était bon pour l'un n'était pas bon pour l'autre. Ça, c'est le grand apport, un des grands apports que j'ai apporté en musculation. Alors on peut rechercher, hein, Gundil avait fait une recherche, hein, c'est quasiment introuvable avant moi des gens qui justement montraient qu'il y avait plusieurs façons de faire le squat en fonction de sa morphologie, plusieurs façons de faire du développé couché en fonction de sa morphologie, hein, et justement j'ai apporté un regard nouveau, un regard nouveau sur la façon de s'entraîner en fonction de soi-même et pas avec des règles bien précises, on fait comme ci, on fait comme ça, hein. Ça, on peut dire que c'est une des pierres que j'ai apportées justement justement à la culture musculation, culture bodybuilding, culture du sport en général, parce que la musculation est utilisée pour pratiquer tous les sports, si vous voulez, comme complément, hein. Donc, ça a été le grand apport que un des grands apports que j'ai apporté en musculation. Alors, comment ça m'est venu? Ça paraît si simple au hasard, mais comment ça m'est venu cette approche, hein, cette façon de voir les choses différemment, hein? Bah, tout simplement parce que j'ai eu une base powerlifting dans ma jeunesse, hein. Je faisais des championnats de powerlifting, donc j'étais monté au niveau national, hein, j'ai fait deuxième, hein. J'étais pas brillant, hein, je me suis blessé avant de passer international, mais je n'avais pas la morphologie pour, j'avais l'influx nerveux, hein, mais j'étais trop longiligne, hein, et pas assez on va dire souple des chevilles, hein, par exemple, pour avoir un squat performant, et j'avais des avant-bras trop longs pour avoir un super couché. Je montais correctement. En junior, je montais à plus de 160 au couché. À l'époque, il n'y avait pas de maillot, hein. J'étais à pas loin de 260 au squat, hein. Alors à l'époque, il n'y avait pas de combinaison non plus, hein. Puis moi, je travaillais juste avec les bandes. Et puis au soulevé de terre, vers les 2,75 par là, hein. Donc c'était pour un junior, c'était bon. Donc j'étais juste en dessous des minima, j'étais pas loin des minima internationaux, hein. Donc encore un petit peu, je les avais. Puis hop, je me suis niqué l'épaule. Bon, ça m'a permis quand même d'être champion du 93, champion d'Île-de-France, deuxième au championnat de France, quatrième au championnat de France. On a gagné la Coupe de France par équipe, donc j'ai gagné pas mal de trucs à mon niveau, mais j'ai jamais été un super powerlifter. J'étais fort pour un junior, hein, vu qu'à l'époque quand même le niveau était très très élevé, hein, chez les juniors, et tout ça sans dopage, hein. C'était vraiment
Donc les temps ont bien changé, si vous voulez, hein, maintenant. Donc, cette pratique du powerlifting en compétition, m'a permis justement d'avoir une approche de la morphologie et vraiment de m'intéresser à la morphologie des athlètes parce que c'était fondamental pour mener à bien une compétition. Ça veut dire que quand vous commencez une compétition de powerlifting, c'est une compétition qui dure quasiment une journée, puisqu'on a d'abord une après-midi entière, c'est très long, c'est très très fatigant. D'abord, on commence par le développé couché, on s'échauffe doucement, on est plusieurs athlètes. Après, non, par le squat, pardon, on commence par le squat. Ensuite, on enchaîne par le développé couché, et on se finit par le soulevé de terre. Alors, il faut toujours commencer plus ou moins haut pour essayer de voir quels sont les... Alors, on jauge tout le temps les athlètes. Est-ce que lui va être bon en... si on voit que le mec il court sur pattes, on se dit, oh là là, il va être bon en squat, donc j'essaye de ne pas trop perdre sur le squat. Après, on vérifie si le mec a un bon couché, puis si on s'aperçoit qu'il court sur pattes, on se dit, oh, je ne me donne pas trop au squat, hein. Comme ça, moi, je vais le niquer au soulevé de terre, parce qu'un court sur pattes, en général, n'est pas bon au soulevé de terre, c'est plutôt les longilignes qui gagnent. Donc, on jaugeait les athlètes comme ça, en sachant qu'ils n'allaient pas faire le même parcours dans la compétition, par exemple, qu'un athlète court, qu'un athlète long, et que souvent, l'athlète court allait perdre sur le dernier mouvement parce qu'il va être fatigué et en plus c'est pas son mouvement sa spéciale, hein. C'est très dur d'être très bon en squat et très bon en soulevé de terre. Alors on pouvait voir aussi des gens qui avaient des morphologies intermédiaires, ça veut dire moyennement long en jambes, donc en général on savait que ces gars-là ils allaient être en général relativement forts en squat et relativement forts en soulevé de terre sans avoir forcément à éclater un record, hein. Donc tout ça permettait de préparer une compétition. Hein, donc on savait que quand un gars, par exemple, on calculait son coucher et son soulevé de terre, alors j'arrivais au coucher, bon moi j'étais pas extrêmement fort au coucher, j'étais pas extrêmement fort en squat, j'étais bon en squat, bon en coucher, et plutôt très fort au soulevé de terre sans être exceptionnel. Donc j'étais obligé de calculer, et là quand je voyais un gars qui avait un très bon squat, hein, donc j'essayais moi de monter en squat, je voyais qu'au coucher il n'était pas très bon, donc j'étais pas forcé par exemple de me casser la tronche au coucher pour me réserver pour passer au soulevé de terre, vous voyez, hein, parce que je savais comme il était court et qu'il n'était pas forcément, et, par exemple il avait un point fort couché, bon en squat, point fort couché, je savais que par exemple vu qu'il était court sur pattes qu'il n'avait pas cartonné au soulevé de terre. Donc vous voyez, c'est en observant les morphologies des gens qu'on pouvait, si vous voulez, avoir une approche, une gestion de la compétition pour affronter ses adversaires. C'est-à-dire c'est quand même de la tactique. Le powerlifting 3 mouvements, c'est de la tactique, hein. Pas trop se fatiguer pour pouvoir cartonner au soulevé de terre, ou bien on se dit, oh, le gars il n'est pas fort au soulevé de terre, il va dire de toute façon je vais perdre beaucoup de points au soulevé de terre, donc je vais mettre un maximum dans le squat pour amener 20 kg de plus que tout le monde, ou 30 kg de plus que tout le monde, si j'ai un super point fort, et à ce moment-là, j'ai gagné la compétition en ayant un coucher moyen, un soulevé de terre médiocre. Vous voyez, donc il y avait tout le temps cette façon de jauger les athlètes, de les regarder en fonction de leur morphologie. On savait qu'un mec qui était droit d'épaule, bras court, avec une cage épaisse, il était sûr d'avoir un bon coucher. On savait qu'un type longiligne, des grosses fesses, hein, des grands bras et longiligne, on savait que ce mec, s'il était en compétition, c'était son soulevé de terre qui lui avait permis d'être national, voire international, hein. Donc, vous comprenez, cette approche de la morphologie m'a passionné pour la morphologie après, hein. Alors, ça m'a permis de comprendre justement qu'on n'avait pas tous les mêmes leviers et qu'il fallait s'entraîner en fonction de sa morphologie. Alors, évidemment, ça a mûri pendant des années. J'étais junior quand j'étais à ce niveau-là, mais ce que j'ai vécu jeune m'a vraiment influencé pour l'avenir de mon boulot. Alors après, j'ai été aux Beaux-Arts, j'ai étudié 9 ans aux Beaux-Arts en anatomie avec Jean-François Debord, qui était un prof exceptionnel, hein. J'étais auditeur libre à l'époque, donc on avait 2 grands cours magistraux par semaine de 3 heures, avec des diapos à la fin. On refaisait virtuellement des dissections en dessin. Alors, le gars bâtissait au tableau, on faisait comme lui. Il nous parlait en même temps d'histoire de l'art, d'histoire de l'anatomie, d'histoire de la morphologie. Et ça m'a aussi formé à l'étude justement du corps, mais aussi un peu à l'étude des différentes morphologies, parce que lui, il parlait des courts, des gros. Donc ça a été un second apprentissage qui m'a permis justement cet apprentissage artistique que j'ai mis aussi dans mes livres, hein, cet apprentissage artistique des différentes morphologies, cette étude de la forme, hein. Donc je l'ai eu acquis aussi aux Beaux-Arts, mais je l'ai essentiellement acquis à la base
en powerlifting. C'est vraiment le powerlifting qui m'a formé dans cette vision et cette étude des différences, parce que c'était fondamental pour essayer de gagner des compétitions. Alors j'étais jeune, je voulais gagner, je voulais prouver que j'étais un homme. Bon, je me suis aperçu plus tard que malgré tous mes efforts, il y avait tout le temps des mecs qui étaient plus forts que moi parce qu'ils avaient la bonne constitution. C'est-à-dire que niveau qualité musculaire, j'étais au top. J'étais à ce niveau-là, on est tous à peu près au même niveau, on a beaucoup d'influx. Donc j'envoyais la purée. Niveau construction musculaire, j'étais pas trop mauvais, je pouvais en faire facilement, bien que je venais gras. Mais niveau levier, c'était pas ça. Il y avait des mecs courts sur pattes, ou des mecs avec des cages épaisses, avec des bras courts, qui me massacraient. Donc la force, c'est fait de beaucoup de choses, dont la morphologie. Et ça, le powerlifting m'a appris beaucoup de choses. Donc, une petite anecdote sur le powerlifting. Moi, j'ai accompagné longtemps des compétitions internationales parce qu'après, j'ai eu un magazine qui s'appelait Power Mag, qui a été un magazine qui s'est vendu quand même pas mal dans toute l'Europe, puisqu'on accompagnait les compétitions. On avait beaucoup de mecs à l'étranger qui les aimaient parce que je faisais les photos, j'arrivais à bien me placer, puis j'accompagnais les compétitions internationales. Donc, j'étais tout le temps avec l'équipe de France, avec l'équipe de Hongrie, parce que mon ami était hongrois, donc je les connaissais bien. Donc on était avec les Hongrois, beaucoup de compétitions avaient lieu à cette époque en Hongrie, en Allemagne aussi, donc j'accompagnais surtout pour les championnats d'Europe, et c'est un bouquin, c'est un bimensuel, un trimestriel, qui était très très bonne qualité. C'était une des meilleures qualités au monde qu'il y ait eu à l'époque, entièrement illustré avec des photos, c'était magnifique. Donc j'accompagnais les équipes, ce qui me permettait de voir les compétitions. Et là, je me souviens d'une anecdote, il y avait mon ami Tibor Mézaroche qui m'avait raconté ça, et lui, il avait justement gagné sur une tactique en championnat du monde. C'était un poids lourd qu'on n'attendait pas sur les compétitions. C'était un gars qu'on n'attendait pas parce qu'il avait plutôt les Russes et les Ukrainiens en général à l'époque trichaient, c'était très dur, les juges étaient souvent impartiaux, donc ils mettaient deux rouges, quand il y avait un Ukrainien, un rouge et un Russe qui étaient ensemble, en général ils s'entendaient. Maintenant ils s'entendent plus, mais à l'époque ils s'entendaient pour couler les gars, alors ils coulaient les Hongrois, alors c'était assez drôle, c'était assez dur à voir. Donc je me souviens de Tibor Mézaroche justement sur une histoire de morphologie. C'était quelqu'un qui était assez inclassable parce qu'on n'en rencontrait pas souvent. En général, ceux qui gagnaient en championnat du monde, c'était au championnat du monde, c'était en général les mecs qui excellaient en squat couché. Donc en général, quand on est bon en squat, on n'est pas bon au soulevé de terre. Donc les gars voient arriver Tibor Mézaroche, ils ne le connaissaient pas bien, c'était un gars de 170 kg, poids lourd. Il passe à l'époque 400 au squat, l'Ukrainien passe 410. L'Ukrainien, c'était l'Ukrainien ou le Russe? Je crois que c'est les Ukrainiens. L'Ukrainien passe 410. Les mecs se disent l'Ukrainien va gagner. Tibor avait un mauvais coucher, il passe 230 au coucher. Donc, les gars se disent 230. L'Ukrainien, il va passer au-dessus. L'Ukrainien, à l'époque, passait 200. C'était pas les doubles combinaisons. J'explique, il y a des gens qui ne connaissent pas le powerlifting. Il n'y avait pas les mêmes combinaisons qu'avant. Donc, Tibor passe 230 au coucher. L'Ukrainien lui rajoute je ne sais plus combien de kilos dans la tête. Donc là, ils arrivent. Ce qui se passe après, l'Ukrainien force pas trop au coucher, il se dit bon, ça y est, je l'ai éclaté. Tibor annonce une première barre pas très élevée au soulevé de terre, dans le genre 330. L'Ukrainien ne force pas au coucher pour être performant au soulevé de terre, alors que ce n'est pas son point fort. Le problème, c'est que c'était une technique de Tibor. Les Ukrainiens n'avaient pas bien calculé qui était Tibor. Et Tibor, c'était le roi du soulevé de terre. Et Tibor, à ce moment-là, passe de 3,30 au soulevé de terre en première barre, ce qui n'est pas énorme pour un super poids lourd. L'Ukrainien passe la même chose en disant ça y est, je l'ai battu, je l'ai massacré, je lui ai mis 30 kilos dans la tronche au squat, 20 kilos dans la tronche au squat, 20 kilos au coucher. Et Tibor, après, passe plus de 400, 410 au soulevé de terre au deuxième essai, un truc comme ça, je me souviens plus, c'était le deuxième ou le troisième, écrasant complètement l'Ukrainien.
Et comme le soulevé de terre, c'est très dur par rapport à un squat, c'est très dur de dire qu'un soulevé de terre est faux quand il est bien monté, Tibor a massacré les Ukrainiens sans que ceux-ci puissent tricher au coucher en le mettant mauvaise barre ou lui dire que au squat, ou tricher au squat en disant vous n'avez pas assez bien descendu. Vous voyez, il l'avait laissé au début pensant qu'il était faible au coucher. Vous voyez, il y a des techniques comme ça. Les gars l'avaient mal évalué, il n'avait pas forcé au coucher en se disant bon maintenant j'ai gagné, et Tibor l'a massacré au soulevé de terre. C'est-à-dire que l'autre aurait pu mettre 10 ou 15 kilos de plus au coucher, puis Tibor, lui, il s'était réservé pour cartonner sur son soulevé de terre. Donc vous voyez un peu, ça permet, les gars n'avaient pas réussi à bien le jauger, alors c'est très dur, ils n'avaient pas su qu'il était bon en soulevé de terre, parce que un mec bon au squat en général n'est pas un mec bon au soulevé de terre. Donc il y a des morphologies comme ça, il était passé à travers les canons, c'était un mec qui avait une morphologie qui était valable pour le soulevé de terre et le squat, ce qui est rare en poids lourd. Donc voilà, c'est des petits trucs. Et moi, ça, c'est ma passion. Et on s'amusait à faire des pronostics après, quand on voyait les gars arriver, lui il est bon ci, lui il est bon ça, lui. Et comme ça, on pouvait calculer. Et ça a été le début de ma passion pour l'étude des morphologies. Alors après, ça a continué avec les morphologies des femmes, les morphologies en fonction des climats, tout ça. Mais c'était marrant. Alors, ma passion, c'est même jusqu'à regarder les fighters. Je dis tout le temps, quand je vois un mec large d'épaule, je sais qu'il aura un crochet. Quand je vois souvent, j'allais dans les compétitions de fight en Hongrie, de free fight à MMA. Et puis tout de suite, quand je vois rentrer un mec étroit d'épaule, gros trapèze, je sais que ça va être un spécialiste du sol. Et je sais qu'il va essayer d'entraîner l'autre au sol. Quand je vois un mec plutôt large, plutôt athlétique, je sais que ce mec pourra taper plus facilement. Et sera peut-être en général plus svelte. Donc c'est tout le temps intéressant d'étudier les morphologies. Donc là, ma passion de la morphologie est venue pour les gens du powerlifting. Faut le savoir. Donc c'est marrant. Et ça m'a permis de gagner, de faire ce livre et puis d'être connu dans le monde entier. C'est une des choses qui m'a permis de faire ce livre. Donc c'est vraiment, alors je montre juste là, c'est des petits trucs. Vous voyez, là j'explique par exemple ces petits trucs. C'est mon livre sur les tractions, mais je ne les ai pas tous ici. Vous voyez, là je montre les différentes morphologies entre l'implantation des dorsaux. Dorsaux courts, dorsaux longs. Là, je montre des différences d'implantation de dorsaux plus ou moins longs sur le bras, qui permet d'avoir une traction plus ou moins puissante, ce qu'on gagne en force, on le perd en vitesse. Quand c'est loin, plus l'insertion du muscle va loin sur le mur, plus vous pouvez tracter puissamment, mais plus vous tracterez lentement. Alors c'est pas grave, vous tractez lentement au dorsaux, puisque c'est pas un muscle qui est fait pas fait pour la grande vitesse, c'est fait pour la force. C'est essentiellement un muscle fait pour monter en force. Donc il y a d'autres, est-ce que j'en ai d'autres sur les morphologies? Il doit en avoir d'autres, c'est toujours intéressant. Je sais pas si dans ce livre il y en a beaucoup. Pas trop. Oui, tiens. Là, voilà, encore un truc sur les morphologies, vous voyez. Là, j'avais fait une morphologie pour montrer les descentes aux tractions. Alors, c'est valable aussi pour les développés nuque. Je montre que la largeur d'épaule joue énormément sur la possibilité de descendre plus ou moins le bras. Alors, je crois que c'est ça. Voilà. Non, ça c'est la suspension. Ça c'était pour montrer la suspension des omoplates. Un omoplate qui est suspendu plus ou moins haut, avec un trapèze court. On croit souvent que le cou, par exemple, souvent que les gens ont un cou long en général. C'est parce qu'ils ont les trapèzes courts et ils ont les omoplates qui sont suspendus haut. Alors ça joue pour la montée aux tractions. Plus l'omoplate est suspendu bas, plus le type peut passer la tête. Alors là j'en ai un autre, je m'étais trompé. Ça voilà, ça c'est sûr là. Oui, là c'était sur la largeur d'épaule. Voilà, ça c'est celui-là qui est sur la largeur d'épaule. Vous voyez? Et qui montre que plus on a les épaules étroites, plus on va avoir du mal, par exemple en traction, à remonter haut la barre, parce qu'on va avoir les muscles qui vont s'entrechoquer derrière, et si vous faites des tractions en série longue, en concours, les muscles vont se gorger de sang et puis précisément vous allez être bloqué derrière. C'est tout le temps des trucs assez intéressants. Vous avez aussi, alors là c'est un peu caricatural, je le montre tout le temps, c'est là la longueur des avant-bras.
joue énormément aussi pour la montée. Alors là, c'est principalement un livre de traction, parce qu'on fait des concours de traction, il y a ça, mais c'est pour montrer les différentes morphologies. Hein. Ça, c'est le guide des tractions, si vous êtes intéressé par la voir. Ça sera à l'envers, hein. Il faut le remettre dans l'autre côté. Donc voilà. Hein. Donc voilà les apports un peu de mes bouquins. Hein. C'est de montrer que personne n'est identique et qu'il ne faut pas faire les entraînements comme son voisin. Et puis, ce que fait un tel, vous ne pouvez pas forcément le faire. Et puis, dire quand on veut, on peut, pas vraiment. Quand on veut, on peut, ça, sauf si vous êtes prédisposé à le faire. Hein. Et que tout n'est pas histoire que de volonté. Il y a aussi beaucoup de facteurs morphologiques, qualité musculaire, endurance, tout ça, qui sont des facteurs individuels qui varient d'un individu à l'autre. Mais bon, à chaque fois qu'on s'entraîne, on va progresser. Donc voilà, mes livres ont apporté ça. Ils ont surtout apporté cette vision montrant que les gens étaient différents. Voilà. Bon, c'était Fred Delavier, peut-être un peu long pour le sujet, mais quelques anecdotes sur le powerlifting. C'est toujours marrant. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.